Bonjour, je suis Juliette du think tank NextU et j'ai une question à poser à Thomas Gestin, donc du podcast Parlons Futur. Donc sur ta newsletter, Thomas, j'ai lu que OpenAI bloque le mode voix de ChatGPT car la réglementation européenne de l'AI Act interdit une potentielle reconnaissance des émotions. Alors pourquoi cette réglementation interdit la reconnaissance des émotions? Quelles peuvent être les dérives de reconnaître une émotion? Ouais, alors c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça aussi. Alors, il y a eu le développement de cet Act en Europe. Ça a pris beaucoup de temps. Personne n'était d'accord. Bon, on a quand même accouché d'un texte. Alors, voilà, qui publie, on va dire, une série de règles dans les grandes lignes. Alors après, on verra dans les faits comment ça va être appliqué, parce que après, il y a l'interprétation de la loi. Il va y avoir les contestations, au niveau légal. Les grands acteurs de l'IA, je pense, ils vont essayer quand même de bousculer aussi ces règles pour voir comment elles vont être appliquées, autres à suivre. Mais en tout cas, derrière les mots mêmes, l'esprit de la loi, c'est de protéger, on va dire, les citoyens européens. Et plus précisément, en fait, ils ont voulu interdire l'usage de la détection d'émotions pour tout ce qui touche à, on va dire, à l'éducation, le monde du travail. Ils ont quand même dit que bon, on pouvait quand même peut-être imaginer quelque chose pour tout ce qui touche à la santé et à la sécurité. Donc, pour vraiment des applications dans le domaine de la santé et de la sécurité, on peut imaginer détecter peut-être les émotions grâce à l'IA, mais pas au-delà de ces champs-là. Alors après, évidemment, dans la pratique, ça va être très compliqué, à mon avis, de faire parfois le distinguo, donc à voir. Mais je pense que ouais, derrière, l'intention, c'est de protéger les consommateurs, parce qu'on peut imaginer toutes sortes de dérives. Si je peux détecter les émotions, en fait, je pense qu'on peut aboutir à des systèmes qui, derrière, vont peut-être jouer justement sur nos émotions. Donc, pour nous pousser à acheter peut-être un produit qu'on n'aurait pas voulu acheter, pour nous faire peur. Donc, on peut imaginer des fake news qui sont générées de façon vraiment à nous faire peur ou à nous émouvoir ou à nous mettre mal à l'aise, je ne sais pas, pour nous conduire à agir dans un sens ou dans un autre. On peut imaginer aussi par exemple, d'avoir des systèmes encore plus persuasifs, parce que si on a un système parce qu'ils nous comprendraient encore mieux, ils sauraient exactement dans quel état d'esprit on est, au-delà des mots ou de ce qu'on peut dire, s'ils peuvent comprendre derrière les mots, en fait, l'intonation, la tonalité, vraiment l'humeur, l'état d'esprit, peut-être qu'ils peuvent répondre en fonction pour nous rassurer encore mieux, si bien qu'en fait, si c'est mis dans de bonnes mains, en fait, ça peut donner lieu à des produits et des services, au contraire, qui vont changer nos vies pour le meilleur, mais à l'inverse, ça peut aussi conduire à des abus, donc avec des espèces de manipulation, de la persuasion pour en fait nous scammer, je sais pas, nous prendre notre argent, ou nous vendre des choses dont on n'a pas besoin, ou nous faire peur. On peut imaginer des scénarios d'escroquerie où une IA se fait passer pour un proche et arrive à nous convaincre parce qu'elle arrive à sonner encore plus humain que jamais au téléphone. Donc, parce qu'il faut comprendre que la détection d'émotions, ça peut être couplé à d'autres technologies d'IA, comme par exemple la synthèse vocale. La synthèse bientôt de vidéo. Donc, parce qu'aujourd'hui, si j'ai, on va dire, un espèce d'avatar vidéo qui ressemble à un proche à moi, qui a la même voix, mais en fait, qui dit n'importe quoi, qui manifeste aucune émotion, qui arrive pas, qui clairement, quand je lui parle, il comprend rien, bah là, je vais savoir que c'est fake. Mais si j'ai quelque chose qui ressemble vraiment à un proche, en vidéo, ou sinon qu'au téléphone, juste la voix, c'est vraiment la voix de mon proche. Et en plus de ça, la voix, elle reconnaît mes émotions, et peut-être qu'elle a peut-être d'ailleurs analysé d'autres appels que j'ai eu avec ce proche, et elle sait dire ce qu'il faut dire dans quel cas de figure, en fonction de quelle émotion je me trouve à ce moment-là, etc. On peut imaginer vraiment de la manipulation à très grande échelle. Donc tout ça, ça fait peur. Donc l'idée, c'est d'y aller à tâtons, de limiter ses usages, plutôt que de laisser libre cours comme ça à tous ces acteurs d'IA et qu'il y ait plein de dérives, plein d'abus, et qu'on se retrouve derrière à devoir ramasser les pots cassés avec des victimes en grand nombre. Donc, je pense que c'est ça l'intention. Ouais. Je pense que l'intention est bonne, mais dans la pratique, peut-être que ça peut freiner aussi le développement de toutes sortes de startups, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ChatGPT et OpenAI, alors ils ont un produit grand public, mais ils ont aussi une boîte à outils qui mettent au service de startups. Et donc, en fait,
À la limite, OpenAI, bon, ils sont leaders dans le monde, enfin ou presque, ça se dispute, mais ils sont pas trop comment dire, enfin on va pas s'inquiéter pour eux. Mais comme ils mettent une boîte à outils à la disposition des développeurs pour développer des services d'IA qui se basent sur la technologie, si une partie de ce qu'ils proposent est interdit en Europe, ça veut dire que les startups en Europe vont pas pouvoir s'en servir. Et comme je disais, en fait, ça peut être utilisé pour le bien comme pour le meilleur. Alors l'idée, ce serait, en fait, idéalement, il faudrait interdire certains usages précis, mais là, c'est peut-être trop vaste. Et donc, ça veut dire qu'il y a des startups qui vont pas oser se lancer sur ces sujets, qui vont se dire, tiens, maintenant, j'en ferai les règles. Donc, ça va peut-être freiner le développement de startups authentiquement européennes sur tous ces sujets. Et c'est ça qui est peut-être dommage. Alors, bon. Et d'ailleurs, sur ce même sujet, là, on parle d'OpenAI, dont Sam Altman est le PDG, mais par exemple, Meta, donc Meta, Mark Zuckerberg, eux-mêmes, ils développent des modèles open source. Donc, ce sont des modèles en fait qu'on peut s'approprier complètement, qu'on peut héberger sur ses propres serveurs et pour finalement même s'affranchir derrière de Meta. Donc, on peut utiliser l'IA de Meta, mais sans vraiment avoir à dépendre complètement de Meta une fois qu'on se les a appropriés. Alors que OpenAI, c'est pas open source. OpenAI, on dépend de leur plateforme et s'ils nous coupent l'accès, c'est terminé. Donc Meta, ils proposent des outils open source, mais ils peuvent choisir où est-ce qu'ils les rendent disponibles. Et là, leur dernier grand modèle open source qu'ils ont lancé cet été, ils l'ont pas rendu disponible en Europe. Et c'est Mark Zuckerberg lui-même en fait qui explique que en fait, comment dire, alors je sais plus quels étaient ces mots exacts, mais voilà, il dit que compte tenu de la réglementation et de l'AI Act, les Européens vont être coupés de différentes innovations. Voilà, donc par exemple, aujourd'hui, leur dernier grand modèle open source, ils ne le rendent pas disponible en Europe. Non seulement ça, mais en plus, ils ne l'ont pas entraîné avec des données européennes. Ce qui veut dire que non seulement on n'a pas accès au modèle, mais même si on arrive à finalement accéder au modèle en trichant, bah, on aura un modèle qui aura été développé en utilisant des données produites par les internautes aux États-Unis, dans le reste du monde, mais pas en Europe. Donc, ça ne reflètera pas, en fait, finalement, aussi notre identité, notre culture. C'est ça aussi l'intérêt de ces modèles, des modèles de langage, et pas que. Bah, l'idée, c'est qu'ils soient entraînés sur des données qui émanent de tous les pays pour qu'ils reflètent un peu la diversité du monde. Mais nous, si on ne participe pas à la création de ces modèles, et si on ne participe pas non plus enfin, on ne peut pas y accéder derrière, on est privé en tant que consommateur et en tant que producteur, en tant que start-up qui pourrait utiliser ces modèles. Donc là, on voit les limites de la législation européenne. Alors, il y a de bonnes intentions derrière, mais il se peut que ça ne fasse pas énormément de retard. Déjà qu'on est à la traîne par rapport aux Américains et aux Chinois. Donc là, il y a vraiment un enjeu de souveraineté au niveau européen. Est-ce qu'on veut dépendre comme ça des Américains? Alors après, la chance qu'on a, c'est qu'entre guillemets, les Américains ne sont pas nos ennemis et ils dépensent énormément en R&D pour développer tous ces systèmes. Et au final, ils ne peuvent pas capturer l'essentiel de la valeur parce que l'essentiel de la valeur va in fine être capturé par les consommateurs. Pourquoi? Parce que ces modèles, au final, ils coûtent de moins en moins cher, ils vont devenir quasiment gratuits, et nous, on va pouvoir les utiliser sans que ça, enfin, avec un coût finalement qui va rester modeste, voire qui va baisser, et on va pouvoir l'utiliser pour notre quotidien, rendre notre quotidien plus simple à plein d'égards. Donc en fait, oui, ces entreprises ne sont pas à plaindre et elles vont s'enrichir grâce à tout ça, mais en fait, elles ne peuvent pas capturer toute la valeur. Beaucoup de la valeur, finalement, finit par arriver dans les mains des consommateurs qui profitent de biens et services en Europe bon marché. Donc, d'une certaine manière, on en profite quand même indirectement, mais peut-être que justement pas autant que si on n'avait pas une loi aussi contraignante. Et cette loi, elle fait l'objet de beaucoup de débats. Et sans doute que la messe n'est pas dite et qu'elle sera peut-être amendée ou elle va évoluer. À voir. En attendant, c'est vrai que les startups américaines, elles continuent de carburer. Donc, c'est vraiment un point à suivre. Et que nous, on restera un petit peu à la ramasse derrière. Il faudrait que la réglementation elle puisse réguler aux endroits qu'il faut, mais laisser un petit peu le champ des possibles dans d'autres secteurs. C'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. Et alors, pour reparler aussi de Yann Lequin, qui est le directeur d'IA chez Facebook, hein, donc le français, lui il dit qu'il ne faut pas trop encadrer, trop contraindre la recherche ou les grands modèles qui sont en fait, qui servent souvent de socle à d'autres applications. Lui, il dit qu'il faut réguler les usages. Il faut interdire, par exemple, de l'IA pour faire ci ou pour faire ça. Donc voilà, entre interdire de la recherche pure et dure et interdire certains usages, les deux extrêmes, bon, bah, après, il y a un juste milieu. L'AI Act, à certains égards, va peut-être un peu trop loin. Là, en l'occurrence, sur la détection des émotions, bon, bah, ils sont pas non plus trop génériques. Ils précisent, ils disent, voilà, c'est dans le monde de l'éducation, dans le monde du travail. Par contre, dans le monde de la santé, de la sécurité, pourquoi pas avoir. Mais certains disent que ça reste encore trop
trop restrictif et trop flou, et ça va brider en fait l'élan entrepreneurial d'un grand nombre d'acteurs en Europe à notre détriment, nous, Européens. Ok. Voilà. Bon, mais merci pour ta réponse. Voilà, la question du jour, je te remercie. Merci à toi.